Merci Monsieur Allard Duclos. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement ravi moi aussi finalement de vous retrouver dans cette église Toussaint ce soir, puisqu'on a cette chance finalement de voir cette église avec cette nef restaurée, et c'est toujours un grand bonheur de pouvoir en fait y passer. Donc l'idée effectivement, comme vous le disiez Monsieur Allard Duclos, c'est de voyager en ce début de week-end pour découvrir finalement nos régions françaises au travers de ces églises jésuites qui sont ô combien nombreuses, et puis franchir également les frontières pour découvrir différents lieux en Europe, et puis quelques-uns pour terminer, surtout en Amérique du Sud. Alors effectivement, vous le disiez dans votre préambule, on peut légitimement, et les historiens de l'art l'ont fait à plusieurs reprises, se poser la question sur comment le style jésuite, puisqu'il peut être défini de cette manière-là, dans un contexte historique et d'histoire de l'art qui est bien précis, puisque l'essor finalement de l'ordre jésuite va de pair avec l'élan du baroque et ce souffle baroque qui va effectivement couvrir l'Europe en partant d'Italie à partir du XVIe siècle. Alors finalement les deux choses sont liées, comme on l'évoquait jusque-là, et les détracteurs de ce style vont, notamment au XIXe siècle, prendre parfois, et même pour certains ça va être leur bête noire, pour exemple ces églises jésuites et les décors baroques et de style rocaille qui est propre au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, pour fustiger un style qu'ils trouvaient par trop pompeux, bavard, dégoulinant en fait de dorure, et ça a jeté, si vous voulez, une sorte de voile ou un mépris en tout cas de la part de certains qui se disaient en parallèle détenteurs du bon goût sur cette architecture avec des caractères bien spécifiques qu'on va en fait pouvoir balayer du regard au cours de ce soir. Alors, avant de voyager, quelques rappels là aussi de contexte historique. Je ne doute pas en fait que ça a déjà été évoqué lors des précédentes conférences. On peut donc, comme je vous le disais à l'instant, définir l'art jésuite ou l'art des jésuites comme un mouvement esthétique qui est lié à ce contexte de la contre-réforme, qui va prendre corps avec le Concile de Trente, qui va donc se dérouler dans cette ville italienne pendant près de 20 ans, entre 1545 et 1563. C'est un concile en fait qui est porté par les hautes autorités spirituelles, bien sûr, de cette époque, mais également porté et soutenu par des chefs d'État dont l'influence est extrêmement prégnante et importante dans cette Europe du XVIe siècle. On pense notamment à Charles Quint, qui, comme vous le savez, dont on disait de lui en fait que le soleil ne se couchait jamais sur son empire. Ça montre bien aussi le contexte de cette époque-là avec les grandes découvertes propres à la fin du XVe siècle et cet essor effectivement des voies commerciales et des diffusions culturelles à l'échelle du globe tout au long en fait du XVIe siècle. Donc, lors de ce concile de Trente, la volonté finalement, ou ce qui en ressort de la part de l'Église catholique, c'est d'agir en fait de manière combative pour contrecarrer, d'une certaine manière, l'étendue du protestantisme, qui est propre aussi au XVIe siècle. Et l'idée finalement qui sort également de ce concile de Trente, c'est de pouvoir axer cette reconquête de la foi en développant, ou en aidant en tout cas, certains ordres religieux à pouvoir s'épanouir. Les jésuites font partie effectivement de cette reconquête qui va se dérouler en fait en développant des axes de communication d'une certaine manière, mais qui vont passer par l'image et l'architecture. Donc vous voyez, en fait, il y a plusieurs faisceaux qui expliquent comment le style baroque va pouvoir se développer, et les jésuites participent effectivement à cette diffusion, mais dans cet esprit de contre-réforme qui est donc issu du Concile de Trente. L'autre élément qui est aussi intéressant, c'est que dans les principes qui sont propres aux jésuites, c'est de transmettre un message chrétien, donc, comme on l'a dit, d'une manière aussi visuelle et agréable que possible. Donc ça passe par l'esthétique. La peinture et la gravure vont donc permettre aux jésuites de faire connaître et diffuser cet art de construction qu'ils vont développer.
Et on est dans cette période finalement de plein renouvellement, d'innovation stylistique également de la part des artistes, et la recherche du développement de la perspective dans les images va être fortement soutenue par les jésuites qui, au travers de leur enseignement, eh bien, forment les novices à l'architecture, au dessin et à la peinture. Cette recherche de la perspective et le développement de la recherche du trompe-l'œil dans la peinture et dans le décor d'architecture a aussi finalement comme importance de donner cette illusion de la réalité dans ces édifices. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement complètement novateur et qui va aussi asseoir d'une certaine manière, ou en tout cas permettre le développement ou la reconnaissance de cette architecture et de ces décors voulus et développés par les jésuites. Alors, le frère jésuite qui est peut-être le plus connu au monde encore aujourd'hui et qui a participé de manière active à ce développement du trompe-l'œil dans certains de ces bâtiments, c'est un frère jésuite italien qui s'appelle Andrea Pozzo et qui lui va peindre, à la fin du XVIIe siècle, la voûte de l'église Saint-Ignace de Rome. Alors, ça va être le bâtiment qui va servir de référence, que nombre de congrégations de jésuites vont copier dans toute l'Europe et au-delà d'ailleurs du continent européen à cette époque-là. Comme je vous le disais, donc Andrea Pozzo va peindre cette voûte à la fin du XVIIe siècle, l'église de Saint-Ignace de Rome, on appelle l'église du Gesù, a été dessinée en fait par un grand artiste de la Renaissance italienne qui est Giacomo della Porta. Et c'est le dessin qu'il va proposer pour la réalisation de la façade qui va vraiment servir d'élément emblématique pour marquer aussi la présence des jésuites. Alors, je vous le disais, les jésuites s'inscrivent aussi dans ce mouvement spirituel de la contre-réforme. Et au XVIe siècle, donc l'offensive de Martin Luther contre l'Église va séparer donc le catholicisme de bien des États allemands. Les arguments donc de Luther vont mettre l'Église sur la défensive, comme je vous le disais tout à l'heure. Le pape, donc Paul III Farnèse, va initier ce concile de Trente que nous évoquions tout à l'heure, dans l'idée de réconcilier les deux religions. Finalement, avec le recul et assez vite, on s'est rendu compte que cette réconciliation était impossible, puisque les protestants partaient du principe qu'ils ne voulaient pas de sujétion au pape. Donc finalement, ce concile de Trente va, au contraire, de réunir les deux religions, les diviser clairement en instituant les dogmes de part et d'autre. Et il va falloir donc trouver une autre manière pour sortir finalement de ce contexte spirituel agité. Je vous le disais, donc les jésuites d'Ignace de Loyola vont être en première ligne pour assurer finalement cette reconquête. Avant tout, comme vous le savez, ce sont des missionnaires. Et parmi ces missionnaires, peut-être la personnalité jésuite la plus connue est saint François Xavier, qui est souvent représenté aux côtés en fait d'Ignace de Loyola, et qu'on va retrouver aussi comme saint patron, ou auquel on va donner le vocable à grand nombre de ces églises jésuites, et qui vont donc reprendre, comme on l'a dit, ce style défini par Giacomo della Porta à Rome. L'idée en fait qui va très vite surgir dans la conception de ces églises, au-delà finalement du décor architectural, c'est un plan qui est très très similaire à ce que l'on peut voir ici, c'est-à-dire un plan centré, une nef unique dans la plupart des cas. Idéalement, ne pas réaliser de transept, ou alors des transepts qui seraient plutôt resserrés, et un chœur qui, lui, va servir finalement d'élément démonstratif en termes de décor mis en place, notamment au travers des retables, comme ceux que l'on peut voir ici, dans cette église Toussaint. Il faut aussi, donc, on l'a déjà évoqué,
bien avoir en tête que les jésuites donc, forment aux arts décoratifs et à l'architecture, et donc parmi leurs différents membres, grand nombre d'eux vont être architectes de leur ordre et donc vont participer à la construction de ces édifices. C'est le cas avec cette église Toussaint, ancienne église des jésuites du collège de Rennes, qui va être dessinée par Étienne Martelange, qui fait partie de ces grands architectes qui vont bâtir grand nombre d'églises en France. Alors, j'ai déjà été assez bavard, on va quand même regarder des images. Voilà, donc vous retrouvez ici cette église du Jésus à Rome. Donc vous remarquez d'emblée la référence à l'Antiquité, qui est propre aussi au XVIe siècle, avec ce vocabulaire architectural au travers des colonnes ou des pilastres que vous voyez en façade au niveau du premier niveau, justement. En général, coiffés ou couronnés de chapiteaux de style corinthien. Donc on fait appel, si vous voulez, aux feuilles d'acanthe qui viennent décorer ces chapiteaux. Le chapiteau étant la partie sculptée que vous avez au sommet des colonnes. Et puis on a aussi ce jeu des frontons triangulaires ou curvilignes qui vont venir aussi animer la façade. Et en général, vous avez des façades d'église qui se distinguent, comme celle que vous voyez ici, sur 2 à 3 niveaux superposés. Le couronnement étant en général épaulé par les 2 ailerons que vous voyez de part et d'autre, qui sont comme des colonnes renversées et qui viennent asseoir, si vous voulez, la partie haute qui couronne justement ces édifices. Les plans donc qu'on évoquait tout à l'heure, donc là c'est le plan de l'église du Jésus à Rome. Donc vous retrouvez ces principes de base vers quoi les jésuites vont tendre, une nef quasi unique. Vous remarquez ici qu'on a de part et d'autre de la nef des chapelles latérales et donc un carré du transept qui est très resserré sur lui-même, d'une certaine manière, mais qui est complètement ouvert sur la nef. L'objectif des jésuites, ça fait partie de leur mission là aussi, c'est d'être prédicateurs et d'être dans l'idée de parole et d'échange avec les fidèles. Donc, ils considèrent, à juste titre, que ce qui va permettre une meilleure diffusion de la parole, ça va être des espaces larges et ouverts, et donc le tout dans un ensemble relativement clair, qui permet de faire ressortir ces décors, et la lumière, qui est extrêmement importante dans la conception des bâtiments. Vous retrouvez, vous voyez finalement ici, dans l'église, l'actuelle église Toussaint, quelque chose qui est très très proche de cette église du Jésus, avec, au-delà du carré du transept, ce chœur qui se termine donc à Rome en abside. Alors je vous le disais, donc en 1685, Andrea Pozzo va décorer la voûte de cette église du Jésus. Et donc là, vous avez l'expression même de cette recherche de la perspective et cette ouverture, vous voyez, sur l'extérieur, qui est saisissante. C'est le triomphe de Saint-Ignace qui apparaît en fait au centre. Et ce qui est extrêmement intéressant finalement dans ce décor, c'est le mouvement qui est apporté à cet ensemble. C'est extrêmement riche en termes de personnages. Et au niveau de la symbolique, vous avez donc Saint-Ignace qui est représenté au centre, d'où s'échappent des rayons lumineux. Et ça exprime extrêmement bien, peut-être le plus parfaitement possible, la mission première des jésuites, qui est de missionner à travers le monde et dans toutes les directions du globe. Donc, vous imaginez que quand ce décor a été réalisé à la fin du XVIIe siècle, il est extrêmement apprécié parce que totalement novateur, par cette illusion de perspective en fait qui ouvre complètement la voûte. Et évidemment, ça va aussi assurer la notoriété du peintre, qui va être appelé, on le verra plus loin, à réaliser d'autres décors similaires, mais autre part qu'en Italie. Alors, le peintre donc ne s'est pas oublié, si vous voulez, dans ce décor, et Andrea Pozzo, vous le voyez ici, en fait, a réalisé son autoportrait parmi les multiples personnages qui sont disposés sur la voûte de Saint-Ignace, enfin dans cette église de Jésus.
Et c'est aussi intéressant parce que rares sont les portraits des artistes, et en l'occurrence d'artistes jésuites comme Andrea Pozzo. Le hasard fait qu'il est né en 1642 à Trente, la ville donc du concile qu'on évoquait tout à l'heure, et donc il va mourir à Vienne en Autriche au début du XVIIIe siècle, en 1709. Donc c'est un frère laïque jésuite et un peintre donc italien qui, comme vous l'avez vu, est particulièrement fameux pour sa maîtrise de la perspective en peinture, mais aussi en architecture. Donc, vous l'avez aperçu aussi sur le décor, cette réalisation en trompe-l'œil suit des calculs très précis à la perspective. C'est tout l'apport aussi de l'enseignement des jésuites qui lui a permis d'acquérir ces notions. Et donc, en peignant ces marches, ces piliers, ces balcons, il crée finalement une sorte d'architecture fantastique. La voûte, donc, comme vous l'avez vu, s'ouvre au sommet sur le ciel, et des torsades donc, de nuages entourent les pilastres, tout en portant donc des personnages qui sont pour la plupart des anges et des saints. C'est donc une architecture compliquée, et si certains peut-être parmi vous ont eu la chance d'aller dans cette église du Jésus, pour l'apprécier en fait au mieux, il faut se placer quasi au centre. Il y a une marque d'ailleurs au sol qui permet de mieux embrasser cette voûte. Et on est finalement face à Saint-Ignace de Loyola avec ces rayons qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, donc là vous avez un élément de détail de ce plafond donc peint par Andrea Pozzo. Et donc, je vous le disais, il va mourir à Vienne en Autriche en 1709. Ce qui explique qu'il meurt à Vienne, c'est qu'il va être appelé par l'empereur Léopold Ier pour venir travailler donc dans la capitale autrichienne. Et à Vienne, il va réaliser en fait un même type de décor que celui qu'il avait pu concevoir à Rome, dans l'église des Jésuites de Vienne. Voilà, donc un autre décor d'Andrea Pozzo qui ici est profane, si vous voulez, enfin, dans ce sens où on a un décor qui représente des dieux et des déesses de l'Antiquité, pour le palais en fait du Liechtenstein, donc ça reste quand même dans ces provinces d'Europe du Nord, avec quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a pu voir à l'église du Jésus, mais où vous retrouvez ce système d'une architecture figurée, illusionniste, sur cette voûte, et cette ouverture extraordinaire finalement sur le ciel. Alors, si nous revenons en France, l'église qui va marquer singulièrement finalement la présence des jésuites en France, c'est la construction de l'actuelle église Saint-Louis-Saint-Paul à Paris, qui est construite en fait pour desservir en quelque sorte la maison professe des jésuites qui vont s'installer là. Et là aussi, on va faire appel, donc comme je vous le disais tout à l'heure, aux architectes de la compagnie. En l'occurrence, ce sont deux jésuites qui vont se pencher sur les plans de Saint-Louis et Saint-Paul, que sont les jésuites Doran et Martelange, qui va concevoir les plans ici et aussi sur le chantier de Saint-Paul-Saint-Louis. Par contre, il va être très vite écarté par rapport au dessin ou au plan qu'il va proposer. Alors il va en garder une part d'amertume, mais c'est donc Doran qui va se charger des travaux de construction de cette église. Alors vous retrouvez certains éléments qu'on a pu voir sur l'église du Jésus, au travers notamment du jeu des colonnes qui habillent la façade, des niches que vous pouvez voir sur la partie centrale de part et d'autre. Et puis la partie supérieure, vous la voyez, est couronnée avec cette partie là aussi centrale qui est accompagnée par deux volutes de part et d'autre. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des pots à feu, qui sont comme des vases, vous voyez, à chaque extrémité, qu'on retrouve aussi au sommet finalement de cette façade. Et au sommet de ces pots à feu, vous avez des flammes effectivement qui sont figurées. Et très très vite, l'Académie royale d'architecture française va imposer ce type de couronnement sur l'ensemble des bâtiments, qu'ils soient religieux ou civils.
Alors vous avez ici un plan qui nous montre comment cette église Saint-Paul-Saint-Louis finalement s'intègre dans le collège, dans la maison professe et futur collège des Jésuites à Paris. C'est devenu par la suite, et c'est encore aujourd'hui, le lycée Charlemagne. Donc vous voyez, dans le quartier du Marais. Et là, vous avez une photo de la façade qui a été prise maintenant, ça fait quelques années, mais où vous voyez entre la différence avec la gravure d'origine. Il y a quelques éléments de décor qui ont disparu, notamment les pots à feu, justement, qu'on évoquait sur la balustrade. Mais dans l'ensemble, on a gardé, bien sûr, le gabarit et la volumétrie du bâtiment d'origine. À noter qu'au XIXe siècle, c'est Victor Baltard qui va se charger de la restauration de cette église. Alors, dédicacé à Saint-Paul et Saint-Louis, on a évidemment la statue représentant Saint-Louis qui figure dans une des niches. Et cet élément est aussi intéressant parce que les jésuites vont avoir pour mission, on l'a dit, d'assurer la prédication, mais d'avoir aussi un rôle de directeur de conscience. Et donc très très vite, ils vont être proches des milieux du pouvoir, des milieux de la cour, et donc dès le règne d'Henri IV en France, et donc avec l'instauration des Bourbons, ils vont être confesseurs des rois de France. Donc cette place à part les a certainement aussi a fait en tout cas qu'ils ont dû provoquer des jalousies de la part de certains parce qu'ils avaient cette proximité avec le pouvoir. Et comme vous le savez, dans les différents vœux dont Ignace de Loyola avait fait part dès la fondation en fait, de l'ordre, en plus des vœux, on va dire, traditionnels, il y avait aussi ce vœu d'obéissance spéciale au pape. Donc ces rapports de proximité avec la papauté ont assez logiquement entraîné un rapprochement entre les pères jésuites et les rois. Saint-Louis étant le saint patron de la monarchie française, c'était logique là aussi qu'on le retrouve en effigie sur cette église qui lui est dédicacée. Alors à l'intérieur, vous retrouvez finalement un rappel là aussi de ce baroque italien vu au travers de l'église du Jésus, avec ce jeu d'arcade. Ce qui est très frappant aussi, comme vous le voyez là, c'est l'entrée de la lumière dans l'édifice. Et le dôme que vous apercevez à la croisée du transept, qui culmine à 55 mètres, va être pendant assez longtemps finalement un des points hauts aussi au niveau de la ville de Paris, et dans ce secteur-là en particulier. Vous remarquez au fond du chœur les tribunes qui figurent au-dessus des arcades, en quelque sorte. Ça montre bien aussi que ce sont des églises qui sont pensées pour être ouvertes sur l'extérieur, pour accueillir finalement le plus grand nombre de fidèles. Alors si on se rapproche du chœur, vous voyez mieux justement ces éléments de détail et cette richesse sculptée que l'on peut voir au niveau des pilastres. Déjà, toujours ces chapiteaux de style corinthien. Les frises également, ils sont sculptés au-dessus de ces chapiteaux. Et vous voyez mieux, finalement, l'importance qui est donnée à ces tribunes qui permettaient l'accueil d'un public nombreux. Alors ici, c'est une vue, donc vous l'imaginez assez bien, sur le dôme qui couronne le carré du transept. Dieu le Père qui est représenté en effigie. Et puis une autre vue, alors qui, comparée à Andrea Pozzo, ici, n'est pas feinte, puisque c'est un réel dôme, finalement, qui est aménagé. Mais il y a bien cette idée, vous voyez, à la fois de transparence et de faire entrer la lumière à plein dans l'édifice. C'est donc un lieu qui va être repéré très rapidement, comme un lieu, on l'a dit, ouvert au public, où les sermons et les prédications sont nombreuses. Et les grandes figures spirituelles de cette époque-là vont bien sûr venir dans cette église pour y faire des sermons. Le premier que vous voyez ici, qui était un père jésuite, c'est le père Bourdaloue,
qui lui est extrêmement réputé pour la qualité de ses sermons, qui durent en fait parfois des heures, mais qui a une gestuelle et une théâtralité qui font qu'il passionne en fait les foules. Il ne faut pas oublier non plus que les jésuites formaient aussi au théâtre. Donc finalement, tous ces arts sont convoqués en quelque sorte pour répondre à cette idée de prêcher, de faire des sermons et d'accueillir ce public, dans cet esprit de contre-réforme qu'on évoquait tout à l'heure. Une autre grande figure, alors lui n'était pas jésuite, mais c'est Bossuet, que vous voyez ici, qui a été peint par Hyacinthe Rigaud, donc le grand portraitiste du règne de Louis XIV. Bossuet lui-même donc va se spécialiser entre guillemets dans ce qu'on appelle les oraisons funèbres, qui vont être publiées, diffusées, parce qu'elles vont marquer aussi considérablement les esprits. Et donc il a participé à plusieurs oraisons funèbres, dont celle du Grand Condé, qui était le cousin de Louis XIV, lors de ses funérailles, donc en 1686, dans cette église Saint-Paul-Saint-Louis. Vous avez donc des gravures qui ont participé aussi à la diffusion de ces oraisons funèbres, qui évoquent aussi le décorum qui était mis en place donc à l'occasion de ces grandes funérailles. À ce propos, il y a eu une exposition que vous avez peut-être vue au château de Versailles sur la mort de Louis XIV, qui évoquait justement ces grandes cérémonies et funérailles. Donc d'avoir effectivement des édifices qui soient grands permettait aussi cette pompe funèbre propre au grand siècle. Sur la gravure d'ailleurs, vous devinez à gauche et à droite des personnages justement qui sont installés dans les tribunes qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, vous avez sur le plan dit de Turgot qui a été levé au XVIIIe siècle, la plupart des édifices, bien sûr, qui existaient à Paris. Donc ici, vous la voyez en bleu, se détachant en fait aux abords en fait de la rue Saint-Antoine. Donc une présence religieuse qui est là aussi extrêmement marquée et repérable dans le Paris de cette époque. Alors, autre édifice construit pour les jésuites, et là aussi par Étienne Martelange, c'est le noviciat, qui se trouvait en fait sur la rue du faubourg Saint-Germain, toujours à Paris. La gravure n'est pas très bonne, mais vous devinez quand même la silhouette de l'édifice au travers de cette façade, là aussi, qui rappelle les canons, en tout cas, ou les principes de construction, avec surtout donc ces consoles renversées que vous voyez sur la partie haute et qui encadrent les fenêtres hautes finalement qui éclairent la nef. Autre vue donc de cette même église du noviciat du faubourg Saint-Germain, donc dans un contexte urbain qui était, on n'est pas très loin de Saint-Germain-des-Prés, si vous voulez. Ça vous donne une idée un petit peu du contexte. Et un édifice qui va être construit, on est au tout début du XVIIe siècle, en 1610. Ce que je ne vous ai pas dit pour Saint-Paul et Saint-Louis, c'est que l'église est construite à partir de 1627. À l'époque d'ailleurs, c'est le cardinal de Richelieu qui pose la première pierre. Et dans une logique assez cohérente, c'est le cardinal de Richelieu qui célébrera la première messe en 1641, au moment en fait de la consécration de l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Donc là, on est quelques années auparavant, puisque cette église du noviciat est élevée donc en 1610. Vous avez donc des plans qui sont conservés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France et qui permettent de mieux imaginer à quoi ressemblaient les bâtiments aussi de ce noviciat. La silhouette de l'église, vous la voyez, vous la devinez sur la gauche. Et ensuite, on a les bâtiments qui, en général, forment une cour qui est attenante à l'église. Autre élément de décor, dessiné aussi par Martelange. Vous avez donc ces plans alors, qui nous montrent la nef sur la gauche. Le plan que vous avez au centre, finalement, c'est le niveau supérieur de cette nef.
Il n'y a pas d'étage en soi, mais il y a 2 niveaux d'estaing qu'on voit bien sur l'élévation qui est complètement sur la droite. Et donc, certaines de ces églises peuvent être coiffées d'un haut comble, c'est-à-dire d'une toiture très pentue, comme vous le voyez sur l'élévation, qui se détache sur le fronton triangulaire, complètement sur la droite. Alors, vous retrouvez ici une gravure qui a été réalisée un petit peu plus tard, qui permettait aussi la diffusion finalement de ce type de construction, avec là peut-être une approche plus fine de ce décor. C'est Blondel, qui est un architecte du XVIIIe siècle, qui va réaliser cette gravure, où finalement tous les grands édifices, en tout cas qui méritaient d'être soulignés, étaient gravés et composaient en fait des recueils d'architecture. Donc là, vous voyez, au XVIIIe siècle, le bâtiment n'avait pas changé. On retrouve bien ces caractéristiques qu'on a déjà évoquées, avec aussi ce jeu de niches sur la façade qui permet et d'accrocher la lumière et de rythmer aussi la façade. On change de région, on quitte Paris et nous voici devant l'entrée en fait de ce qui est aujourd'hui le Prytanée militaire de la Flèche, qui est donc un collège construit sur la volonté d'Henri IV. Alors Henri IV, il a un rapport aux jésuites qui est assez, pas particulier, mais en 1594, il a été victime d'un attentat qui a été réalisé par quelqu'un qu'on a soupçonné d'être le bras armé, enfin quelqu'un qui avait été armé par les jésuites. Donc les jésuites, soupçonnés, si vous voulez, d'avoir fomenté cet attentat contre le roi, ont été expulsés de France. C'est en fait la première expulsion qu'ils vont connaître pendant 10 ans. Et en 1603, il y a ce retour en grâce, d'une certaine manière, qui a lieu. Et Henri IV, donc, les autorise bien sûr à rentrer, et il leur confie cette mission d'élever un collège à la Flèche, donc dans la Sarthe, avec l'idée que ce collège et cette église, en fait, reçoivent le cœur du roi au moment de son décès. Donc, on va œuvrer à ce décor. Vous avez cette entrée de l'enceinte de l'ancien collège qui est marquée, en fait, par cette architecture classique du début, là aussi, du XVIIe pour la France. Vous remarquez surtout ces innovations au travers notamment du fronton curviligne qui est brisé en son milieu et qui permet en quelque sorte de faire mieux ressortir, je serais tenté de dire l'oculus central, c'est-à-dire cette niche arrondie, vous voyez, en forme d'ellipse où le buste du roi a été installé. Et dans la partie supérieure, vous retrouvez finalement ce que l'on voit aussi sur la plupart des églises, à savoir un couronnement qui est marqué donc par ces frontons et ces pots à feu aussi, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Alors vous avez ici une gravure donc, qui est intéressante puisqu'elle montre finalement l'ampleur de ce collège de la Flèche. Vous retrouvez en bas au centre l'église et puis vous avez l'ensemble des bâtiments avec les différentes cours, donc, qui accueillait les différents élèves du collège, et puis toute l'étude aussi de la botanique ou de la nature, qui est marquée ici au travers des jardins aménagés que vous voyez dans la partie haute de la gravure. Alors une autre vue qui rappelle finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le noviciat du faubourg Saint-Germain. C'est donc l'église, vous voyez, qui est intégrée dans l'ensemble des bâtiments. Ça reprend aussi un peu ce qu'on a pu voir avec Saint-Paul et Saint-Louis et l'actuel lycée Charlemagne. Et cet ensemble de cours distinctes qui permettait aussi d'accueillir les élèves qu'on différenciait suivant leur âge et le niveau. Là, on a un dessin qui est extrêmement intéressant puisqu'il a été réalisé par Étienne Martelange, donc qui, comme je le disais tout à l'heure, a conçu les plans ici de l'actuelle église Toussaint, qui nous montre l'église du collège de la Flèche en cours de construction. On est en 1612. Et au-delà finalement de ce document presque journalistique, en tout cas qui nous renseigne sur justement le chantier en cours de construction,
on distingue aussi clairement la patte, en tout cas le talent qu'avait Étienne Martelange en tant que dessinateur. Il avait fait donc toute une série de vues du collège de la Flèche en cours de construction, et puis in fine, une fois le collège terminé, accolé, vous voyez, ou ancré là aussi dans la vie urbaine. Alors l'intérieur ne va pas être en reste. On évoquait ce décor d'architecture qui va accompagner ces constructions. Ce qui va faire la grande renommée aussi des églises dites jésuites, c'est la commande de retable lavallois, qui se caractérise par un choix de matériaux qui finalement apporte aussi du lustre à cet ensemble. C'est le marbre, qui va servir notamment donc à la conception des colonnes. Et puis c'est aussi la pierre calcaire, le tuffeau du Val-de-Loire, qui va permettre donc l'agencement de ces éléments de décor. Et de manière incontestable, c'est le point d'orgue aussi dans la décoration de ces églises. Ce sont ces retables qui vont être l'ornement majeur de ces décors, comme on en a bien l'expression ici aussi à Rennes. Donc, dans le cahier des charges, si on peut dire, qui était écrit par les jésuites pour réaliser et construire ces édifices, on recommande la mise en œuvre de retables. Si on a les moyens, l'idéal, c'est d'avoir des retables dits lavallois, avec l'utilisation des matériaux qu'on vient d'évoquer. Sinon, trouver des subterfuges pour avoir des matériaux qui coûteraient moins cher, mais qui, au final, donnent cet aspect au décor. Alors, vous retrouvez ici un plan qui nous montre l'église des Jésuites de Bordeaux, qui ne sera pas réalisée. Enfin, l'église, en tout cas, ne sera pas construite. Et là aussi, l'analogie est frappante avec l'église Toussaint. Vous voyez, au travers de cette nef, qui est bordée finalement de chapelles, donc d'espaces plus resserrés, qui invitent finalement à la confession, et puis ces grands espaces centraux, qui là invitent justement à l'échange, au dialogue et à la parole. Vous remarquez ici, donc, on a deux transepts qui sont très resserrés en fait sur eux-mêmes, et puis ce chœur qui n'est pas en abside ici pour le coup, mais à pan coupé. Ça rejoint en tout cas les idées principales que les jésuites avaient soutenues dans la création de ces églises. Un détail aussi qui est intéressant, vous remarquez à la base du plan, dans la maçonnerie, on a deux escaliers en vis qui permettaient d'accéder aux tribunes qui accueillaient donc là aussi les fidèles ou le public qui assistait aux sermons et aux prédications. Alors, autre vue, c'est une coupe qui reprend ce qu'on évoquait à l'instant, avec cette fois-ci une abside en cul de four, comme vous le voyez, qui est arrondie dans sa hauteur. Et on change cette fois-ci de contrée, puisque là, nous nous retrouvons dans le nord de la France. Nous sommes à Cambrai. Donc à Cambrai, il y a toute cette influence, bien sûr, qui nous vient du nord de l'Europe. La volonté finalement de construire là aussi une église qui est bien dans cet esprit italien et hérité de la Renaissance, avec ses volutes ou ses ailerons console renversée très grasses en quelque sorte, que vous voyez dans la partie haute, ces pots à feu qu'on a évoqués aussi tout à l'heure, et puis finalement cette silhouette qui couronne cette église des Jésuites à Cambrai, elle rappelle clairement les façades des maisons flamandes, ou des Flandres en tout cas, ou du nord de l'Europe. Vous voyez ému ici finalement le décor d'architecture, avec ce que vous voyez qui encadre la porte d'entrée, des tables qui sont sculptées, peut-être moins de colonnes en façade que sur les édifices italiens. Et puis un décor de sculpture par contre, qui est bien dans la lignée de ce qu'on a pu voir déjà en Italie et développé en France.
Vous voyez mieux ici donc ces détails de sculpture. La part belle aussi finalement à ces rinceaux végétaux, à ces palmes, à ces guirlandes feuillagées qui viennent orner aussi ces édifices. Et puis, il y a aussi la vocation mariale, ou de mettre en avant, pour le coup c'est l'Assomption de la Vierge, qui figure ici sur la façade d'entrée de ce collège des Jésuites. À l'intérieur, on a un chœur, vous voyez, qui est bien, finalement, là aussi, dans cette tradition de la Renaissance, avec cette luxuriance végétale que vous voyez dans les écoinçons, dont le ton était déjà donné, finalement, sur la façade d'entrée, et qu'on retrouve à l'intérieur. Et donc, cet arc doubleau que vous voyez en bas, qui lui aussi rappelle, finalement, les constructions de l'Antiquité, les arcs de triomphe romains, qu'on va réinterpréter aussi ou associer à ce décor sculpté que l'on peut voir dans ces églises. Alors de Cambrai, nous passons à l'ouest de la France et nous sommes ici à Alençon. Et je trouvais intéressant de vous montrer celle-ci parce qu'elle a une qualité de construction au niveau de sa toiture qui est exceptionnelle. Vous voyez le jeu en fait des arêtes qui développent ces pans de couverture couverts d'ardoise. Et cette église des Jésuites, vous voyez, va être transformée. Vous le voyez en fait sur la droite, les baies d'origine ont été bouchées, puisque comme beaucoup d'édifices appartenant aux Jésuites, dès la fin du XVIIIe siècle pour certains, ou au XIXe siècle pour d'autres, ils vont être, une fois les Jésuites expulsés, récupérés pour être transformés et avoir une autre vocation. Et ici, à Alençon, on y a aménagé la bibliothèque. Et c'est aussi intéressant finalement parce que quand on sait la qualité du savoir qui était enseigné par les Jésuites au cours du temps, ils étaient aussi réputés pour ça, finalement c'est une vocation nouvelle mais qui s'inscrit presque dans la lignée des principes des Jésuites. Alors vous voyez une autre vue avec, on devine les bâtiments du collège que vous voyez au fond sur la gauche. Là, c'est donc une vue de l'autre côté de la façade opposée. Vous voyez bien cette silhouette qui n'est pas sans rappeler non plus les carènes de navires renversées, presque. Très effilée en tout cas. Et à l'intérieur, voici ce que nous avons le long de la nef. Des rayonnages donc qui proviennent aussi de la bibliothèque des Jésuites qui ont été installés à cet endroit. Et c'est la bibliothèque donc, municipale d'Alençon qui est installée dedans. Donc voilà, une autre vue avec ce style rocaille qui est propre au XVIIIe. On évoquait donc ces végétaux en abondance dans la sculpture en pierre ou en staff. On le retrouve aussi sur le travail de menuiserie et d'ébénisterie qui est commandé à différents artisans pour habiller les murs des différentes pièces des Jésuites. Alors on revient dans le nord et cette fois-ci nous sommes à Saint-Omer. Là aussi, on a quelque chose qui est intéressant en termes d'architecture. Vous retrouvez bien cette influence du nord au travers de la brique qui est utilisée dans l'élévation des façades. Celle-ci est vraiment exceptionnelle. Il y a bien eu cette volonté, si vous voulez, de marquer le paysage urbain avec cette élévation, puisque là, on a 5 niveaux. Vous remarquez du coup, sur cet angle-là, le haut comble qui vient couvrir aussi la nef et qui est masqué au niveau de la façade d'entrée par ces 5 niveaux, justement, qui habillent cet ensemble. Vous retrouvez donc ce mouvement donné par les ailerons dans la partie haute, mais qu'on retrouve aussi sur les contreforts, en quelque sorte, que vous voyez très bien ici sur la gauche, sur 2 niveaux, là également, pour soutenir au mieux, finalement, les murs de cette nef. On a des paysages alentour, le jeu aussi des toitures qui rappelle bien dans quelle région de France on se trouve. Les 2 tours clochers que vous voyez par contre au fond ont été construites au XIXe siècle, donc bien plus tard,
puisque là, on a une église des Jésuites qui est édifiée au début du XVIIe siècle. On est aussi dans les années 1610-1630 quand ce bâtiment est construit. Alors, vous voyez ici donc une vue en fait rapprochée, avec ces éléments de détail architecturaux qui viennent habiller la façade. Et là, on va changer maintenant, on va quitter les frontières françaises. Nous sommes ici à Heidelberg. Donc vous avez un paysage qui est bien typique aussi de cette région d'Allemagne. Vous avez donc cette église jésuite qui est construite à partir des années 1620, vous voyez au centre, qui est bien reconnaissable. Et ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que vous voyez aussi l'emprise des bâtiments du collège qui encadrent l'église. Alors là aussi, le clocher date du XIXe siècle. Donc sur cette façade, ce qu'on peut y lire en fait, c'est autre région, autres matériaux, mais mise en œuvre qui est très similaire. Il faut se rapprocher au mieux de l'exemple en fait de l'église de Jésus à Rome, avec ce décor classique qu'on a déjà vu aussi, ces pilastres qui sont plaqués sur la façade, nos fameux ailerons qu'on retrouve là aussi dans la partie supérieure, poids à feu, et puis des niches dans lesquelles vous allez retrouver les statues. L'intérieur, par contre, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus baroque, peut-être, en voyant la façade depuis le parvis, et très épuré dans les tons. Il se rapproche là aussi beaucoup de ce qu'on peut voir ici. Ces nefs qui sont blanches, qui laissent la part belle là aussi à la lumière. Et donc, comme on l'a dit, ce qui compte aussi dans l'aménagement et l'agencement de ces églises, c'est la place donnée à la parole. Donc, comment libérer en fait la parole ou permettre qu'elle soit entendue de tous, si ce n'est au travers des chaires qu'on va donc mettre en place dans ces églises, comme c'est le cas ici à Heidelberg. Et donc à l'extrémité de la nef, au-dessus du portail d'entrée, on a le buffet d'orgue, qui est plus contemporain, hein, vous l'imaginez au travers de sa silhouette. Par contre, l'encadrement, vous voyez, intéressant au niveau de la tribune. Et d'ici, vous voyez mieux ces chapiteaux qui sont presque d'or et d'argent au niveau de la peinture qui a été appliquée dessus. De ces chapiteaux de style, alors c'est mi-corinthien, mi-ionique. Vous voyez au niveau des enroulements qu'on a au sommet. Mais ce sont finalement des éléments polychromes qui accrochent aussi la lumière et qui rythment la progression dans la nef. Alors on change de tonalité et on revient en Italie. Cette fois-ci, nous sommes à Venise, avec cette église de Santa Maria Assunta, donc c'est dans le quartier nord en fait de Venise. Cette église va être construite sur un plan, là aussi en croix latine, qui est bordé de chapelles. Et vous retrouvez, là aussi, ce rythme qui est insufflé à la façade au travers de la mise en œuvre de ces colonnes. Là, on a un ensemble assez important de statues qui scandent le premier niveau, qui se détachent, vous voyez, sur ce qu'on appelle des dés qui sont placés au-dessus de ces colonnes et qui permettent de signifier, là aussi clairement dans le paysage urbain, la présence de cette église. Donc, on évoquait les statues que vous avez vues sur la façade. Souvent, vous avez aussi le monogramme IHS de la Compagnie de Jésus qui apparaît sur ces façades, comme c'est le cas en fait ici à Venise. Alors un détail sur ces statues de saints qui sont là pour le coup bien reconnaissables à l'auréole qui encadre leur tête. Et l'intérieur, pour le coup, est extrêmement chargé et baroque. C'est ce type de décor certainement qui a entraîné, si vous voulez,
des détracteurs au XIXe siècle ou au début du XXe à dire qu'on avait là quelque chose d'extrêmement dépassé, bavard, et puis très chargé au niveau du décor. Donc vous retrouvez cette nef unique qui conduit vers le chœur. Un élément qui est intéressant, c'est le baldaquin que vous avez dans le chœur, puisque ces colonnes torsées ne sont pas sans rappeler celles du Bernin, et qu'il avait réalisé à la basilique Saint-Pierre à Rome. Le Bernin fait partie aussi de ces grandes figures de l'architecture baroque, qui vont servir aussi de référence pour certains éléments aux jésuites dans la conception de leurs églises et des bâtiments. Il y a finalement, on pourrait imaginer quand on voit ce décor, un goût presque tapissier. Quand vous voyez l'habillage des colonnes. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est la chair. Parce que là, vous vous dites, on a un déversement en fait de soieries, de tissu. Mais il faut imaginer que tout ça, c'est du marbre, vert et blanc, qu'on a façonné pour donner cette illusion en fait de textile, en tout cas de drapé, qui est bien aussi dans ce goût baroque finalement, où c'est l'image du baroque qu'on peut associer à ces décors. Le terme baroque, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un terme qui dérive d'un mot portugais, barroco, qui veut dire perle, en fait en portugais, mais une perle qui n'est pas régulière, qui est légèrement cabossée, entre guillemets. Donc effectivement, vous retrouvez ces éléments de mouvement, quelque chose qui n'est pas complètement lisse. Ça explique aussi pourquoi le classicisme va se développer après coup, parce que lassé peut-être de ces mouvements qui donnent un peu le tournis, on va, et ça va être marqué dans certains pays, dans certains pays plus que dans d'autres, avoir un retour à des lignes très épurées, beaucoup plus sereines, pour faire en réaction finalement à ces mouvements baroques, parfois désordonnés. Alors cette fois-ci, nous sommes en Suisse. Donc là, vous voyez pour le coup avec une architecture qui est, je dirais pas sévère, mais qui est beaucoup plus rangée, ou plus rectiligne. Elle n'est pas sans rappeler finalement ce qu'on a vu tout à l'heure à Saint-Omer, notamment au niveau des ailerons que vous trouvez sur les contreforts, qui soutiennent les façades. Et puis, ce qui évoque finalement l'Europe septentrionale, ce sont bien sûr les bulbes que vous voyez en fait au sommet de chaque tour, de part et d'autre. Donc, plus épuré dans le décor, au niveau au sommet de chaque tour, de part et d'autre. Donc, plus épuré dans le décor, au niveau de la façade, comme vous pouvez le voir ici. On a bien sûr les poncifs de l'architecture, au travers des pilastres qui sont plaqués sur la façade. Peu de décors sculptés, finalement, sur cet ensemble. Mais toujours notre fronton triangulaire, nos balustrades, des éléments qui rappellent effectivement cette architecture propre aux jésuites. Au-dessus de la porte d'entrée, vous avez celle de Lucerne, ici en Suisse, et dédicacée à Saint-François-Xavier. Donc on retrouve en effigie. C'est peut-être la partie la plus décorative en termes de sculpture qu'on peut voir sur cette entrée, avec aussi ce que vous voyez ici en termes de détails, ces angelots qui sortent en fait de nuées, ou dont les têtes débordent, si vous voulez, d'éléments de plumes, qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'édifices de cette époque-là. L'intérieur, parce que l'église a été construite au XVIe siècle, mais l'intérieur va être redécoré au XVIIIe. Et ici, vous allez retrouver finalement ce qu'on va qualifier de rococo, surtout en Europe centrale, c'est-à-dire des déliés au niveau des peintures qui vont orner les voûtes, et puis quelque chose d'assez soutenu au niveau du décor sur l'ensemble, si vous voulez, de la maçonnerie et des éléments porteurs. Une fois la grille qui symbolise en quelque sorte le narthex passée, quand on pénètre dans la nef, voilà ce que l'on découvre. Cette nef unique, vous retrouvez aussi la présence des chapelles de part et d'autre. Ce grand retable qui attire le regard que vous voyez au fond du chœur, et
Le traitement de la chair, là aussi, est signifiant, parce que vous voyez que sur le côté, elle se détache aussi clairement sur la maçonnerie. Vous remarquez aussi les arcades des tribunes. Donc on est bien dans un édifice jésuite, pas de doute, comme vous pouvez le voir ici. Le rococo, on le lit aussi au travers du luminaire, avec ces lustres qui ont pu être ajoutés au XVIIIe siècle. Lucerne. Oui. Et donc, sur la partie opposée, quand on se retourne vers l'entrée, un dispositif là aussi qui est assez original en quelque sorte, puisque les grandes orgues, vous les voyez au-dessus des tribunes, qui contournent finalement l'ensemble de la nef. Donc un détail du plafond. Vous voyez, on est bien dans ce goût aussi décoratif qui est propre au XVIIIe siècle. Fenêtres hautes, en général bien sûr des vitrages qui sont blancs, parce qu'il y a cet attrait de la lumière qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il faut faire rentrer à plein dans l'édifice. Alors, vous voyez ici donc cette chaire qui, vue comme ça, est comme suspendue sur la maçonnerie. Et puis donc, autre élément, alors qui pourrait laisser penser qu'on a du marbre qui compose finalement ce retable. En fait, c'est un stuc imitant le marbre qui a été réalisé. Mais vous voyez que ça correspond là aussi à ce jeu d'illusion qu'on évoquait depuis le début, qui permet à moindre coût finalement d'avoir autant d'éclat et d'attirer aussi finalement les regards. Donc on le voit de plus près, avec ce jeu de colonnes. Vous voyez cet effet aussi d'optique qui conduit le regard vers la toile centrale. Et puis ce jeu là aussi dans le couronnement supérieur, de frontons curvilignes qui sont brisés les uns au-dessus des autres, pour permettre aussi finalement cette élévation vers la voûte. Nous sommes toujours en Europe centrale et cette fois-ci nous sommes à Vienne. Et donc à Vienne, on a donc cette église Saint-Ignace qui va être construite aussi à la fin du XVIIe siècle pour le coup. Et au niveau de sa façade, vous retrouvez là aussi les poncifs en termes d'architecture. Finalement, c'est bien une signature qu'on va retrouver sur la plupart de ces églises, au travers de ces différents éléments. Et à l'intérieur, on a ici l'œuvre d'Andrea Pozzo, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il est appelé par l'empereur Léopold II à Vienne, et donc dans l'église des Jésuites de Vienne, enfin dans l'église Ignace de Loyola, il va réaliser ce dôme en trompe-l'œil, qui est lui aussi saisissant. On est à pratiquement 20 ans d'écart avec celle du Jésus, qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il avait cette maîtrise claire de la mise en œuvre de la perspective et de la création de ces dômes, ou de ces voûtes célestes. Ça n'est pas sans rappeler là aussi l'architecture antique. Ça montre aussi la connaissance que ces jésuites ou que ces artistes en fait ont au gré en fait de leur voyage, au gré aussi des livres qu'ils compulsent, au gré des gravures qui sillonnent en fait et parcourent l'Europe. Et ici, on peut y voir un lien, enfin un rappel du Panthéon de Rome, construit donc dans l'Antiquité. De Saint-Pierre également, au travers de la forme du dôme. Donc c'est extrêmement recherché et il y a une parfaite maîtrise finalement du geste dans cette réalisation. Alors, le reste du décor est lui aussi bien dans cet esprit du XVIIIe, du baroque, donc on va qualifier de rocaille, et un peu comme pour l'église Santa Maria Annunta de Venise, là aussi vous avez vous voyez cette utilisation de stucs de couleurs différentes, d'éléments de décor qui sont de sculptures qui sont dorés,
où on joue sur la polychromie des matériaux, mais qui va donner à penser finalement qu'il y a une luxuriance de décor. Alors là, on va un peu trop loin. Voilà. Une luxuriance de décor qui fait appel à différents types, là aussi, d'éléments d'architecture, et donc qui finit, aux yeux de certains en tout cas, par noyer la lecture du décor qu'on a voulu initialement. Vous retrouvez ce système là aussi sur le côté de tribunes aménagées. Pour se prémunir du froid, puisqu'on est en Europe centrale, on a des tribunes ici qui sont fermées, vous le voyez avec ces systèmes de vitrage. Donc tout est pensé aussi pour ces prédications, ces sermons, ces oraisons funèbres, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui peuvent durer parfois des heures. Autre élément de décor, là aussi qui rappelle les retables ou les maîtres-autels qui peuvent être disposés dans les chapelles, qui jalonnent donc la nef. Donc là aussi avec des chapiteaux dorés et sculptés, et puis une imitation de marbre sur l'ensemble des colonnes qui portent le tout. Alors les jésuites, comme vous le savez, donc, vont parcourir le monde. Ils vont donc se rendre, bien sûr, c'est leur mission, c'est le cas de le dire, propre aussi aux conquêtes du XVIe siècle, avec ces nouveaux horizons que l'on va découvrir. On pense donc à l'Amérique du Sud, à l'Amérique centrale. Et ici, vous avez l'église des Jésuites de Cusco, au Pérou, qui va donc être construite au début du XVIIIe siècle. Et là aussi, clairement, on sent bien en fait qu'on n'est peut-être pas sous les latitudes européennes, de par les matériaux qui ont été employés, mais clairement, l'influence européenne se lie au travers du style de cette architecture qui, peut-être à plus forte raison là-bas, marquait encore davantage le paysage. Autre exemple, avec un matériau différent. Cette fois-ci, nous sommes en Équateur, à Quito, avec cette église donc, de jésuites qui date, elle, du XVIIe siècle. Et là, l'intérêt peut-être, c'est justement la luxuriance décorative, qui signifie finalement deux choses. Il y a à la fois ce baroque dit ibérique, développé par les Espagnols et les Portugais, et qui se retrouve forcément dans ces possessions qu'ils vont avoir en Amérique. Et puis, il y a une volonté, et ça c'est toute la subtilité aussi des jésuites, de finalement prendre en compte la culture locale pour associer, dans une idée d'évangélisation aussi, les peuples ou les personnes, les hommes et les femmes qui vivent dans ces contrées, pour les faire participer aussi à la construction, donc finalement de prendre en compte une part de leur sensibilité, tout en l'orientant, vous l'avez bien compris, mais avec cette part d'ouverture finalement qui a permis aussi aux jésuites de s'implanter durablement en Amérique du Sud. On a ce système qu'on va appeler les réductions. Là, on est au Paraguay. Alors, vous n'avez pas d'église sur cette gravure jésuite au même titre que celle qu'on a pu voir jusque-là. Mais c'est un exemple finalement de ce développement spirituel et de ce développement agricole et économique et culturel que les jésuites vont développer en Amérique du Sud, comme ils vont le faire aussi en Extrême-Orient, en Chine ou au Japon. Et ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'ils vont arriver en Amérique plusieurs décennies après les ordres mendiants plus traditionnels que sont les jacobins, enfin les dominicains ou encore les franciscains. Ils vont donc finalement se déployer du Canada jusqu'au Pérou, jusqu'en Amérique du Sud, si on compte le continent américain dans sa globalité. On a aussi bien sûr des églises de jésuites à Québec, comme on évoquait le Canada.
Mais ils s'implantent aussi en Californie, au Mexique. Donc il y a vraiment et au Brésil, c'est pas une diaspora, mais une implantation relativement importante sur le continent américain. Et la recommandation qui a été faite aux pères jésuites qui vont fonder ces missions là-bas en Amérique, c'est d'étudier les langues et les cultures correspondantes. Donc c'est là, si vous voulez, cette idée d'ouverture qui va leur permettre aussi certainement de manière plus aisée de s'implanter ou de faire développer ces principes. Et donc, à la même manière que l'on procède en Europe en ouvrant ces collèges, eh bien, ils vont créer là-bas ce qu'on va appeler ces réductions, qui sont des sortes de laboratoires, en quelque sorte, mais d'acculturation de ces populations. Voilà, donc on va en fait regrouper les habitants dans des villages qu'on va appeler en espagnol c'est reducir, donc on a donné le terme en fait de réduction, mais qui est savamment organisé, comme vous le voyez sur cette gravure, par îlot et par quartier. Et au niveau de la place centrale, il y a une volonté aussi de perspective, donc il y a bien un projet urbain en quelque sorte, vers l'église, donc des jésuites. Et c'est ainsi en fait que la pensée finalement assez rationnelle s'organise dans l'expression ou l'aménagement de ces réductions, comme on les appelle. Voilà. Et donc je voulais revenir au commencement avec cette église du Jésus à Rome. Vous voyez finalement que quand on fait un tour d'horizon et plus ou moins mondial, parce que vous l'imaginez, il y a beaucoup d'autres exemples qui existent sur notre planète, on retrouve assez bien ces poncifs de l'architecture qui a finalement donné cette appellation d'architecture jésuite ou de style jésuite, tant les édifices construits reprennent une même définition tout en étant proprement individuels, avec des décors qui leur sont propres et avec